On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. La Commission scolaire des Hautes-Rivières a maintenant une nouvelle directrice générale en la personne de Dominique Lachapelle qui prend la relève d'Éric Blackburn, nommé sous-ministre à l'Éducation. Mais d'abord, parlons de la SPEC, la Société pour la promotion d'événements culturels du Haut-Richelieu, qui célèbre cette année son 30e anniversaire. Si je vous dis la Société pour la promotion d'événements culturels du Haut-Richelieu, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ou si je dis plutôt la SPEC du Haut-Richelieu, est-ce que ça vous dit quelque chose? Si je vous parle du Théâtre des Deux-Rives, du Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean, et puis maintenant aussi de la salle multifonctionnelle du côté de Chambly, peut-être que là, ça vous éclaire un peu. On vous parle ici de production et de diffusion de spectacles. Avec nous pour en parler, le président du conseil d'administration de la SPEC, Claude Lefebvre. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. La SPEC célèbre son 30e anniversaire. Eh oui, déjà. Le temps passe extrêmement vite, puis il s'en est passé des choses dans les 30 dernières années. Mais là, ce que j'aimerais, moi, vous entendre, je me rappelle, moi, de la fondation de la SPEC, mais ça reste que c'est un peu plus vague. Parlez-nous un peu des balbutiements qui, à l'époque, ont mené à la fondation de l'organisme qu'on connaît aujourd'hui, qui est la SPEC. Le séminaire avait fait construire, au début des années 60, un auditorium, l'auditorium du séminaire de Saint-Jean, qui avait de belles capacités sur le plan technique à ce moment-là. Et on y donnait beaucoup de beaux concerts qui étaient même retransmis à ce moment-là à la radio. Et le séminaire est devenu cégep au milieu des années 60. Le cégep a pris possession aussi de l'auditorium. C'est devenu l'auditorium du cégep. Mais le cégep n'avait pas dans sa mission de développer la diffusion de spectacles. Le cégep avait commencé avec 600-700 élèves et avait beaucoup d'autres chats à fouetter. Et à un moment donné de son existence, on s'est rendu compte. Moi, je dis « on oui. » parce que je faisais partie de l'équipe de direction du cégep à ce moment-là, en tant que directeur des finances. On s'est aperçu qu'il pouvait y avoir des choses beaucoup plus intéressantes qui se fassent au niveau de l'auditorium pour à la fois les élèves et pour à la fois aussi toute la population environnante et la population de Saint-Jean et du Haut-Richelieu. Alors, le directeur général du cégep, M. Gilles Perrault, à ce moment-là, avec l'assentiment, évidemment, de la direction du collège, M. Gilles Perrault, avec le directeur général de la ville de Saint-Jean, qui était M. Eduardo Bonaldo, avec le président de la commission scolaire et avec la MRC du Haut-Richelieu. Donc, ces 4 organismes-là ont décidé de créer une corporation pour justement promouvoir la diffusion de spectacles professionnels dans le Haut-Richelieu. Donc, ils ont créé un organisme sans but lucratif qui a été appelé la SPEC du Haut-Richelieu. Dans les premières années d'existence de la SPEC, évidemment, il n'y avait pas autant de salles qu'il y en a aujourd'hui. Il n'y avait pas aussi autant de spectacles à diffuser dans une année. Mais les premières années de la SPEC, la base de la SPEC ressemblait à quoi? Au tout début, bon, je vais vous conter ce que je pense être le meilleur coup de la SPEC. Et je ne m'en vante pas, je ne faisais pas partie de la SPEC à ce moment-là. Le meilleur coup de la SPEC, c'était l'engagement de son directeur général, M. Guy Boulanger. Qui est toujours là aujourd'hui, d'ailleurs. Et qui est toujours là, après 30 ans, qui est toujours là, qui est toujours aussi actif et avec autant d'idées derrière la tête tout le temps. C'est quelqu'un qui a une vision. C'est un visionnaire, c'est un visionnaire pragmatique. Oui, ça c'est vrai. Au tout début, il y a de ça bientôt 30 ans, Guy a été engagé. Il a regardé, il a apporté ce que lui connaissait comme diffusion de spectacle, parce que c'est un métier qui n'existait pas, ça, diffuseur de spectacle, là, il y a 30 ans, ça n'existait pas. Donc, il a produit, il a diffusé à sa nouvelle salle des artistes que lui, il aimait. Il les a fait venir. Donc, il y en avait eu 8 la première année. On est rendu à 175 là, maintenant, là, des représentations une croissance professionnelles. assez importante. Et Guy, en visionnaire qu'il était, s'est vite aperçu que non, ce n'est pas les spectacles que j'aime que je dois, c'est les spectacles que les gens aiment. Et donc, il s'est mis à essayer de comprendre ce que la population voulait. Et de cette façon-là, il a développé des concepts, plusieurs concepts très intéressants.
un des concepts très intéressants qui existe à Saint-Jean, c'est les jeux de show. De diffuser des spectacles à prix très modique d'artistes qui sont plus ou moins connus, mais qui sont de très grande qualité. Les jeux de show, au tout début, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça coûtait 5 et on avait une consommation gratuite avec ça. Maintenant, c'est pratiquement pas plus cher, c'est 7, 8, 9 selon les passes que l'on prend. Mais tous les jeudis, et c'est encore pratiquement plein tout le temps. Et là, au fil du temps, on a développé aussi des créneaux d'humour, de théâtre, de cinéma, bref, toutes sortes de concepts. L'autre grande idée que Guy a eue, c'était de créer des séries. Des séries Maestria pour la musique classique, le dimanche après-midi. Séries théâtre, des séries humour, des séries pour les spectacles de musique. Bon. Et là aussi, au fil du temps, il a certainement, donc, dans ce visionnaire pragmatique que vous appelez, eu cette idée de voir la nécessité d'avoir d'autres salles de spectacle, parce que là, vous avez tissé une entente avec la Ville pour le Centre culturel Fernand Charest, qu'on appelle plus aujourd'hui le Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean, qui est une salle de 400 places et un peu plus, les mezzanines et tout ça, dans une ambiance plus cabaret, mais ça fait quand même assez longtemps que l'Aspect opère le Cabaret-Théâtre. Oui. Et c'est une très, très bonne idée d'avoir deux salles tout à fait différentes. Et Guy a toujours aussi à l'esprit de placer le bon artiste au bon endroit. Bon. L'autre gros morceau, évidemment, c'était lorsque Guy a identifié la vétusté de l'auditorium du Cégep pour dire, bien là, ça nous prend maintenant, il faut que le Théâtre des Deux-Rives se mette en mode plus actuel pour les besoins, les devis des artistes aujourd'hui et tout ça. Bref, c'était un gros morceau. C'était un projet sur plusieurs années, montage financier. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait tout seul, hein? C'est vrai, Guy, ça s'est fait tout seul. 13 ans, c'est presque rien. C'est incroyable. C'est incroyable, mais c'est comme ça, il faut aller chercher des sommes d'argent importantes. Des subventions. Vous avez eu des petits ennuis avec les soumissions aussi, ça a retardé le projet. Bref, il y a eu des embûches. Oui, mais et ça a donné le résultat qu'on a aujourd'hui. Oui, sur un projet de cette envergure-là, c'était une nécessité parce que l'auditorium du séminaire avait été conçu en 1961 avec des besoins qui ne sont plus les besoins des années 2000. C'est clair. Les bancs ne sont plus placés exactement de la même façon. Bon, les équipements étaient vétustes, les sièges... les loges... les loges, si on pouvait appeler ça des loges. Donc, on a eu la très, très, très bonne idée d'avoir un projet de rénovation et d'agrandissement. Bien, entre les premières idées et la réalisation, la coupe du ruban, ça a été 13 ans. Mais en même temps, c'est aussi le symbole, je parle de ce projet-là, c'est aussi le symbole d'une communauté qui s'est vraiment ralliée derrière le projet. Exactement. Parce que oui, vous êtes allé chercher du financement, mais il y a eu visiblement une unanimité dans le milieu joannais pour avoir cette salle de spectacle. Il a fallu aller chercher l'assentiment de la Ville, du ministère de la Culture provinciale, du patrimoine canadien. Et on a eu aussi une très bonne idée d'avoir une campagne de financement et de mettre à la tête de cette campagne de financement celui qui était l'instigateur de l'ASPEC, c'est M. Gilles Perrault, qui est devenu la personne importante au niveau de la collecte de fonds. Et là, tout récemment, l'Aspect maintenant opère la nouvelle salle multifonctionnelle du côté de Chambly, ce qui lui donne forcément, dans son rayonnement de diffuseur, une troisième salle, qui n'est pas très, très loin, qui aussi, donc, peut offrir d'autres genres de spectacles. Et il n'y a pas beaucoup de diffuseurs au Québec qui ont 3 salles, et 3 salles vraiment différentes. Je suis allé justement visiter la semaine dernière, là, et la salle à Chambly, elle est très différente, à la fois du cabaret et du théâtre des Deux-Rives. Bon. L'autre chose également qui a changé dans le paysage des diffuseurs sur la Rive-Sud de Montréal, évidemment, l'étalement urbain a fait son œuvre. Le 10-30 existe aujourd'hui. Il y a même 2 salles au 10-30, mais même il y en a une à Longueuil, il y en a une à La Prairie, il y en a une aussi à Belleuil, il y en a une à Saint-Hyacinthe. Bref, comment l'Aspect réussit à tirer son épingle du jeu alors que l'offre dans les salles de spectacle a beaucoup grossi au fil du temps sur la Rive-Sud de Montréal? Avec beaucoup d'imagination et beaucoup de travail de promotion, de travail de recherche d'avoir les meilleurs spectacles possibles, la plus grande qualité possible. On a l'avantage d'avoir 2, on avait jusqu'à maintenant, maintenant on va en avoir 3, d'avoir 2 très belles salles dans lesquelles à la fois les artistes
sont intéressés à y venir, et à la fois aussi les spectateurs. Et les spectateurs de la région de Saint-Jean, de la grande région de Saint-Jean, nous sont restés très fidèles. Ils aimaient... ils aiment les concepts de série dont je vous parlais tantôt, de s'abonner à une série de 5-6 pièces de théâtre à prix très réduit. Donc, tout ça est aussi un autre facteur. On a misé beaucoup sur le rapprochement des artistes et de notre clientèle, c'est-à-dire des spectateurs. Mais aussi, l'aspect, avec ces 3 salles de spectacle maintenant, attire des spectateurs qui n'habitent pas la région, qui viennent de l'extérieur. Donc, il y a des gens qui habitent un peu partout en Montérégie ou peut-être même à Montréal et plus, qui se déplacent maintenant à Saint-Jean ou bientôt à Chambly pour voir un spectacle. Et ça a été de tout temps. Oui. Ça a été de tout temps. Et ça diminue un peu avec l'arrivée de compétiteurs importants, mais on a fait en sorte de pallier à ce manque-là par d'autres activités et une autre clientèle qui est venue. Mais c'est un renouvellement constant. Il faut voir que notre clientèle, elle est en renouvellement constant et ça commence dès le bas âge avec le jeune public. Et c'est un créneau que nous développons de façon très importante, les activités pour le jeune public avec les écoles. Et au final, l'ASPEC, donc, a un chiffre d'affaires important, plusieurs dizaines d'employés. C'est un joueur majeur dans l'économie locale. Oui. Oui, parce que les retombées économiques sont très, très, très importantes lorsqu'on fait venir des gens ici, lorsqu'on empêche les gens d'être obligés d'aller à l'extérieur pour voir à peu près tous les spectacles. On est capable de les présenter, et encore plus avec notre nouvelle salle. Il n'y a pas beaucoup de spectacles qu'on ne soit pas capable de présenter. On présente du cirque. Bon, on présente du théâtre, on présente de tout petits spectacles acoustiques. On présente des artistes de Saint-Jean. Pierre-Armand Tremblay et son cabaret jazz, qui est c'est incroyable le succès qu'il a. Bon, c'est justement en se renouvelant tout le temps et en gardant un très, très haut niveau de qualité. Claude Lefebvre, président de l'ASPEC. Merci beaucoup, puis bonne chance pour le reste. Merci beaucoup. Restez avec nous. Oui, tout à fait. Au revoir. Au revoir. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit la nouvelle directrice générale de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, Dominique Lachapelle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. François, cette semaine à Sport Express, on parle avec une légende de la Ligue nord-américaine de hockey. Absolument, il est responsable des sports au Collège André Laurando. Il vient de jouer un match ici vendredi. Claude Morin qui est avec nous. Comment vont Antonio Brown et Robert Kraft, tes participants? Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. La Commission scolaire des Hautes-Rivières a maintenant une nouvelle directrice générale en la personne de Dominique Lachapelle. Elle est avec nous. Bonsoir, bienvenue et d'abord, félicitations. Merci. Donc, vous succédez à Éric Blackburn, qui était avec nous depuis quelques années déjà, qui a été promu sous-ministre de l'Éducation. Est-ce que ça va être un avantage d'avoir un canal de communication direct avec le ministère? Ça peut être un avantage, mais ça peut être aussi plus difficile. Ouais. Donc, ça joue dans les deux dimensions. Bon, expliquez-nous un peu votre parcours, parce que vous êtes quand même à la commission scolaire depuis quelques années déjà. Là, vous étiez dans un rôle de directrice générale adjointe, mais vous avez fait votre entrée il y a quelques années là, au sein d'une école sur le territoire. Oui, quand je suis rentrée à la commission scolaire, j'étais directrice d'un centre pour adultes, La Relance. Et dans mon parcours, j'ai fait tous les ordres d'enseignement. J'ai été directrice du primaire, j'ai été directrice au secondaire, à l'éducation des adultes. J'ai été au service éducatif aussi. J'ai travaillé dans des services éducatifs dans d'autres commissions scolaires en Montérégie.
Donc, j'ai tout un parcours là, au niveau là, de la gestion. Là, et bien avant ça, j'ai été dans le milieu de la santé. Donc, j'ai commencé ma carrière comme infirmière aussi. Et j'ai changé. Et qu'est-ce qui fait qu'une infirmière s'est retrouvée finalement dans le milieu de l'éducation, puis ultimement dans des postes de direction? C'est quoi le lien entre les deux? Bien, mon père, moi, était directeur d'école et j'admirais beaucoup mon père. Et c'est certain que quand on est plus jeune, on explore. Donc, à un moment donné, je me disais, au moins, là, l'éducation, ça m'attire. Puis moi, j'ai toujours senti là, que c'était important, les enfants, les gens qui s'occupent des enfants, qu'il fallait les accompagner et tout ça. Donc, tranquillement, je suis devenue enseignante. J'ai enseigné quelques années. Puis après ça, je suis devenue gestionnaire. J'ai même travaillé dans la même école où mon père avait été directeur d'école. Donc, je connaissais tout le monde. Donc, pour moi, c'est comme si j'avais un petit peu de la craie de tableau. Maintenant, on n'utilise plus les tableaux noirs, là, mais l'éducation, d'expliquer, d'enseigner, parce que même comme gestionnaire, là, on enseigne à notre monde comment bien faire les choses, on échange, on réfléchit ensemble. Donc, quand tu es gestionnaire, tu continues aussi à enseigner. Mais ce qui fait que vous avez pratiqué comme infirmière pendant combien de temps? Oh, pas très longtemps, juste quand j'ai peut-être fait 7 ans à peu près. Mais après ça, vous êtes devenue enseignante Je suis devenue infirmière? enseignante. Je suis devenue enseignante. J'ai gardé mon droit de pratique quelques années. Et puis après ça, j'ai accédé à des postes de gestionnaire. Moi, j'ai étudié toute ma vie. Hein. Moi, je suis une apprenante. Toujours, c'est ça. Je crois que dans la vie, on doit apprendre. On doit apprendre de tout, puis de tous ceux qui sont capables de nous apprendre quelque chose. Okay. Et c'est en apprenant, puis en travaillant nos connaissances qu'on développe la compétence. Parce que connaître plein de choses, ça ne nous donne pas la compétence. Pour ça, il faut être en interaction. Il faut être en action continuellement. Donc là, on développe des compétences, puis à ce moment-là, on est capable d'influencer des pratiques qui peuvent aller jusque dans la classe, d'influencer des pratiques chez nos gestionnaires aussi. Puis j'ai mis en place, là, à la Commission scolaire des Hautes-Rivières, tout un processus, pas toute seule, avec d'autres en équipe, tout un processus d'accompagnement des gestionnaires qui rentrent en fonction, qui dure 3 ans, là, où on les accompagne, on les forme pour qu'eux, après ça, par la suite, puissent accompagner leur personnel. Ça me donne une idée parce que, bon, on le sait actuellement dans le monde des affaires, la pénurie de main-d'œuvre est un problème incroyable. Problème de recrutement, problème de rétention dans certains cas pour garder le personnel, mais même dans le monde dans l'éducation, on le voit très bien qu'il y a des gens, malheureusement, qui voulaient être enseignants et qui, au bout de 5 ans, délaissent la profession. Mais même, je voyais tout récemment que, comme organisation, comme commission scolaire, vous avez aussi le défi de renouveler vos directions d'école. C'est pas tout le monde qui veut devenir directeur ou directrice d'école. Donc, vous-même, vous avez un défi, de convaincre des enseignants de franchir la barrière. Écoutez, j'ai mis un processus en place qui est là depuis 5 ans. Moi, ça fait 7 ans que je suis direction générale adjointe. Et à l'époque, j'avais été engagée comme direction générale adjointe pour accompagner les gestionnaires. Donc, j'ai mis en place un processus qui me permet d'aller faire du recrutement, de former les gens avant qu'ils rentrent en fonction de gestionnaire, de les former avant même qu'ils fassent tous les processus d'entrevue. Ce qui fait que chez nous, en ce moment, là, contrairement à d'autres commissions scolaires, je n'ai pas d'école où il n'y a pas de gestionnaire en poste. Mais ailleurs, il y en a. Ailleurs, il y a des places où ils n'ont pas de direction d'école. C'est une question de processus. Tu sais, la pénurie, il faut la voir venir. Il faut avoir cette capacité de la voir venir. Et on le sait, que pourquoi quelqu'un va être attiré dans une fonction, c'est pas nécessairement à cause du salaire, c'est surtout à cause de l'accompagnement, de la qualité de l'accompagnement. Donc, il faut mettre en place des processus d'accompagnement des gens. La même chose pour les autres corps d'emploi. Parce qu'au total, vous avez quoi, 55 établissements, grosso modo, sur le territoire? J'ai à peu près une centaine, un peu plus d'une centaine de gestionnaires de services et de gestionnaires d'établissements. Et cette année, avez-vous perdu plusieurs directions d'école pour la retraite? Est-ce qu'il y en a plusieurs qui... J'en ai quelques-uns qui ont quitté pour la retraite, mais on avait prévu dans nos processus que tout de suite, là, il y aurait des remplacements. On essaie de faire des jumelages également. Donc, chez nous, là, en ce moment, la pénurie, on la sent parce que dans mes banques de relève sont vides, mais j'ai des gens dans chacune des écoles. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'ai des enseignants qui m'écrivent de notre commission scolaire, de d'autres commissions scolaires qui veulent s'en venir chez nous pour faire le processus pour devenir gestionnaire parce que
ils ont appris qu'on faisait tout un accompagnement autour d'eux. Donc, ils sont conscients que la qualité de l'accompagnement, de la reconnaissance, c'est ça, la reconnaissance. Ce qui fait que là, cette année, vous avez combien de nouvelles directions d'école, des gens qui commencent le métier? Là? Cette année, j'en ai à peu près 8 ou 9 là, de nouveaux, là, oui. Qui commencent, là, c'est la première fois. J'en ai qui sont partis d'adjoints puis sont devenus direction d'école. Ouais. Donc, eux autres aussi ont besoin d'accompagnement. Donc, chaque gestionnaire chez nous a un mentor. Puis il y a tout un processus qui les accompagne. Oui. Et au niveau du corps enseignant, parce qu'encore là, je remonte à une certaine époque où parfois c'était difficile de se tailler une place, d'avoir une permanence. Les gens faisaient des remplacements pendant 10 ans, puis cette année, puis faisaient autre chose. Mais là, aujourd'hui, quel est le contexte dans les postes disponibles à temps plein comme enseignant? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de remplacements? Même, je lisais récemment une place où même on a peine à remplacer les enseignants quand ils sont malades ou même sur des congés long terme. Donc, on vit une pénurie au niveau du personnel enseignant, mais on vit aussi une pénurie au niveau des professionnels, des techniciens en éducation spécialisée. C'est une pénurie qui est un peu partout dans toutes les sphères au niveau du Québec. Sauf qu'encore là, nous, on travaille beaucoup nos processus d'embauche. On est un peu plus agressif, là. En ce moment, on a encore... on a des gens là, qui font des remplacements, qui n'ont pas de poste, mais on a, dans chacune des classes, on a quelqu'un qui est enseignant ou qui a un permis temporaire d'enseigner. Ouais. Mais on doit mettre en place des processus avec les universités pour ça. Quels sont les enjeux auxquels vous allez faire face là, dans la prochaine année scolaire? Est-ce qu'il y a des enjeux financiers? Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers au niveau de certains bâtiments, agrandissement d'écoles, projets? Bref, c'est quoi les principaux projets ou les principaux enjeux qu'on a sur la table cette année? C'est sûr qu'on va devoir regarder l'ensemble de notre effectif scolaire. On sait qu'on a eu une augmentation au niveau du primaire qui est rendue au secondaire. On doit refaire complètement notre analyse là, de l'effectif scolaire, se donner un portrait de notre effectif pour pouvoir soit demander ou sensibiliser le ministère à avoir des agrandissements ou des nouvelles écoles. On doit faire cette analyse-là cette année. Ça, c'est un défi cette année qu'on va rencontrer. Et l'autre défi, bien entendu, c'est toute la pénurie de main-d'œuvre. C'est bien beau d'aller chercher des gens puis de les mettre dans une classe, mais il faut les accompagner. Il faut aussi faire que ces gens-là s'attachent à l'organisation, parce que le marché, là, la Montérégie, c'est proche. Les commissions scolaires, on est proches les unes des autres. Il faut qu'on garde notre monde. Donc, on a ça à mettre en place aussi. Ça, c'est des enjeux qui sont importants. Tous les enjeux de communication aussi sont importants. Parce que si on regarde l'effectif, si on travaille ces éléments-là, bien, il faut aussi communiquer tout ce qu'on va faire. Dans les dernières années, je prends 2 exemples. Il y a eu quand même des travaux importants à Marie-Rivier. Il y en a eu évidemment du côté de l'école primaire à Saint-Eugène. Je sais que ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais il y a toujours cette espèce de projet ou d'idéal de réunir l'école professionnelle des métiers, là, qui est dans 2 bâtiments, une partie qui est à la polyvalente, puis une autre qui est ici, près de l'Aréna. Est-ce que ça, c'est toujours dans les cartons? Est-ce que c'est un projet, ultimement, que la commission scolaire souhaite voir déposer au ministère pour fin d'approbation? C'est sûr que notre souhait, c'est que ce projet-là puisse se réaliser parce que c'est pour permettre qu'il y ait les meilleurs environnements pour nos élèves en formation professionnelle et même pour nos élèves en formation générale adulte. Donc, les meilleurs environnements pour eux. Parce que ces élèves-là, on les qualifie et ils réussissent. Et ils contribuent à augmenter notre taux de réussite à la commission scolaire. Puis ça leur prend des environnements aussi bien que les autres. Comment se porte le taux de diplomation à la commission scolaire de Haute-Rivière comparativement, disons, à la Montérégie ou au Québec? Nous, on est en augmentation. On suit notre courbe d'augmenter un peu à chaque année. Et on est comparable à certaines commissions scolaires là, de la même population que nous. Là. Mais on a du travail à faire encore. On a du travail à faire pour nos garçons. Oui. Nos garçons, là, ça reste quelque chose de très préoccupant. Puis nos filles, là, dans certaines transitions, les transitions, là, faut les regarder aussi. Donc, on augmente, mais ce n'est pas encore à notre goût. Il faut continuer. Au niveau des services spécialisés, parce que ça a été aussi certains débats dans les dernières années, puis il y a le contexte aussi à l'époque des coupures, quoique là, on a un nouveau gouvernement qui est assez pro-éducation, donc ça change peut-être un peu la donne au niveau des subsides gouvernementaux, mais qu'en est-il donc de ces accompagnateurs ou des services spécialisés qu'on peut offrir à la commission scolaire? Il y a eu une augmentation au niveau des services dans chacune des écoles. Il y a eu quand même eu un réinvestissement. Par contre, on est en pénurie de main-d'œuvre, il ne faut pas l'oublier. Donc, le réinvestissement, bien, il faut trouver des bonnes personnes pour les mettre en poste. Mais ça,
En ce moment, je vous dirais là, que les écoles sont bien équipées. La problématique, c'est de trouver ce personnel-là. Bon. Je parlais du gouvernement, le député de Chambly, qui est le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, et M. Blackburn, qui aujourd'hui, maintenant, est le sous-ministre à l'Éducation. Évidemment, il y a une volonté gouvernementale d'éliminer la démocratie scolaire comme on la connaît. Ça va être quoi, ultimement, l'impact pour une organisation comme la vôtre de voir que le gouvernement veut jouer un peu comme dans l'organisation scolaire ou de la démocratie scolaire ou même des comités d'école ou ces choses-là? Comment vous, d'un point de vue de gestionnaire, voyez-vous ces changements-là arriver? Moi, je vais vous dire, je ne me laisse pas distraire par ces choses-là. Moi, présentement, là, les attentes que mon conseil des commissaires ont de moi, c'est que je m'occupe de la réussite des élèves, que je travaille sur les priorités qu'ils m'ont données. Donc, et c'est les mêmes attentes que j'ai du ministre. Donc, quand il y aura les choses qui seront décidées, tout ça, nous, on va les vivre une chose à la fois. Mais présentement, là, je ne me laisserai pas distraire de ça parce que pour moi, là, le plus important, c'est les élèves. Okay. Et je veux que nos élèves réussissent. Je veux des beaux environnements. Je veux du personnel qui sont bien accompagnés. Et c'est mes préoccupations actuellement. Donc, et c'est un défi. Donc, c'est sur ça. De ne pas se laisser distraire par la chose politique là, qui, visiblement, va... mais je respecte les attentes que mon conseil a de moi. C'est de m'occuper des élèves, de faire l'école, et c'est ce qu'on fait. Dominique Lachapelle, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Parfois, à la maison, on est aux prises avec un arbre mature, malade, c'est des choses qui peuvent arriver. La Ville peut vous orienter, vous expliquer la réglementation en matière d'abattage d'arbres. Donc, vous avez l'information, bien sûr, pour vous renseigner. Entre-temps, commentaires, suggestions, faites ça par courriel. Éric Latour en un mot, à commercial, tvhr9.com. À demain.